Donc, bonjour tout le monde. Nous allons voir ensemble la deuxième phase de digestion qui est la phase gastrique. On va commencer par la première partie qui est la sécrétion gastrique. Donc, vous devez connaître à la fin du cours les éléments composant le suc gastrique, les rôles de la sécrétion gastrique et les mécanismes neurohormonaux qui régulent cette dernière. Donc, on va commencer par une introduction. On va quand même parler des caractéristiques anatomo-histologiques et fonctionnelles des glandes phendiques et pyloriques. Ensuite, on passe à la description du suc gastrique, la composition, les rôles, l'origine des constituants. Et on termine par la régulation. Et on va décrire les facteurs de régulation, les facteurs stimulateurs et les facteurs inhibiteurs, et les mécanismes de régulation prandiale, c'est-à-dire selon le repas. Il y a la phase céphalique, gastrique et intestinale. La sécrétion gastrique est la seconde des sécrétions exocrines intervenant dans la digestion, bien sûr après la première qui est la sécrétion salivaire. Cette sécrétion est dominée par la sécrétion d'HCl, des facteurs intrinsèques et des pepsinogènes, mais également il y a d'autres facteurs qu'on va les voir plus tard. Elle vise à amorcer la digestion des protéines à l'aide de quoi? À l'aide de la pepsine, voilà, qui est une endopeptidase. Également, la digestion des lipides, qui commence donc dans l'estomac, à l'aide de la lipase gastrique, qui s'intéresse essentiellement à la dégradation des triglycérides à chaîne moyenne. Et également participe à l'érythropoïèse, ou bien l'hématopoïèse, à l'aide du facteur intrinsèque, qui permet quoi? Qui permet l'absorption, bien qui est indispensable à l'absorption de la vitamine B12, qui est un facteur indispensable à l'érythropoïèse. Voilà. Et en dernier lieu, le suc gastrique permet la stérilisation du bol alimentaire par son action bactéricide vis-à-vis à la plupart des bactéries. On va voir quelques notions sur l'histologie fonctionnelle des cellules de la paroi gastrique. Donc, l'invagination de l'épithélium de la paroi gastrique donne ce qu'on appelle les cryptes qui se débouchent, ou bien qui donnent naissance à quoi? Aux glandes sécrétoires, au fond, voilà. Alors, on note deux types de glandes. Il y a les glandes phendiques, donc sont caractérisées par la présence de quoi? Des cellules pariétales, ou bien appelées bordantes, qui synthétisent et sécrètent l'HCl. Il y a également les cellules entérochromaffine-like, les cellules ECL, sécrétant l'histamine. Il y a les cellules principales qui sécrètent le pepsinogène, et également la lipase. Il y a également les cellules entérochromaffines, EC, à sérotonine, et les cellules A, à somatostatine. Ce sont les principales cellules qui existent dans la glande phendique. Alors, dans les glandes pyloriques, ou bien antropyloriques, on note quoi? La présence des cellules G à gastrine et les cellules à somatostatine, bien sûr. Il y a d'autres cellules qui sécrètent la gréline, qui est une hormone orexigène qui favorise la prise alimentaire. Donc ici, on note quoi? On note que les glandes pyloriques sont dépourvues de quoi? De cellules pariétales et des cellules principales. Alors ici, dans les glandes phendiques, il n'y a plus de cellules à gastrine. On passe à la composition du suc gastrique. Donc, le suc gastrique est une solution incolore, visqueuse, c'est-à-dire épaisse. Qu'est-ce que ça veut dire épaisse? C'est-à-dire elle est riche en quoi? En substances organiques, comme les enzymes, comme les hormones, comme les enzymes. Il y a le mucus, les glycoprotéines, etc.
Donc, c'est une solution acide et isotonique, c'est-à-dire l'osmolarité, bien la tonicité de ce liquide est pareille à celle du plasma. Le volume de la sécrétion est d'environ 1,5 à 2 litres par jour. Il est rythmé par les repas. Il est composé d'eau, d'électrolytes et des substances organiques. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la concentration des ions varie avec l'intensité de stimulation. Et cette stimulation intense se voit généralement durant la première et la deuxième heure du repas. On dit qu'au maximum de stimulation, c'est-à-dire durant la première ou la deuxième heure du repas, la sécrétion n'est pratiquement faite que d'HCl et du KCl. C'est-à-dire durant la première et la deuxième heure du repas, la sécrétion hydroélectrolytique gastrique n'est faite que d'HCl et de KCl. On passe au rôle du sucre gastrique. Le premier rôle, c'est la dénaturation des protéines alimentaires, c'est-à-dire la transformation des protéines quaternaires et tertiaires en protéines de chaîne linéaire, c'est-à-dire faciles à être digérées par les enzymes protéolytiques. Deuxièmement, l'activation des pepsinogènes en pepsine. Donc, le pepsinogène est sécrété sous forme inactive. Donc, l'activation de ce facteur se fait en présence d'HCl. Également, la digestion des graisses. Et ici on parle plutôt de quoi? Plutôt des triglycérides à chaîne moyenne, à travers ou bien en présence de la lipase gastrique. Ici, il faut noter que cette enzyme, elle est comment? Elle est présente même chez le nouveau-né, ce qui lui permet quoi? De digérer les lipides et les triglycérides du lait maternel. Voilà. Il y a également le rôle d'hématopoïèse à l'aide du facteur intrinsèque. On a dit que le facteur intrinsèque est nécessaire pour l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'ilion terminal. Alors, la vitamine B12 est indispensable pour l'érythropoïèse. Également, il y a la stérilisation du bol alimentaire. Le sucre gastrique, ou bien l'HCl, a une action comment? Bactéricide vis-à-vis la plupart des bactéries, à l'exception de l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie comment? Résistante, qui présente des mécanismes d'adaptation et qui nécessite donc une thérapeutique spécifique. Donc c'est un facteur, ou bien c'est un élément comment? Qui favorise la lésion ulcéreuse, l'Helicobacter pylori. On passe à l'origine des constituants du sucre gastrique. Donc, en ce qui concerne les ions H+, la sécrétion des ions H+, est assurée par la pompe H+K+ ATPase de la paroi luminale de la cellule pariétale, bien sûr. On va voir le mécanisme plus tard. Il y a également le canal à chlore qui permet quoi? Qui permet le passage passif, j'insiste sur le mot passif, du chlore, toujours dans le versant luminal de la cellule pariétale. Alors, en ce qui concerne l'eau, le sodium et le potassium, leur passage se fait par voie paracellulaire, donc passif. Voilà le schéma qui représente le passage ou bien la sécrétion des différents éléments. Ici, on voit bien les protons ou bien les ions H+, qui sont sécrétés à l'aide quoi? À l'aide de la pompe H+K+ ATPase. Alors, l'origine des ions H+, c'est quoi? C'est la dissociation de l'acide carbonique qui provient de l'association de quoi? Du gaz carbonique et des molécules d'eau en présence de l'anhydrase carbonique. Donc, je répète, l'association du gaz carbonique qui reflète l'acidité, le gaz carbonique. Donc, l'association du gaz carbonique et les molécules d'eau en présence d'une enzyme appelée anhydrase carbonique,
cytoplasmique donne ce qu'on appelle l'acide carbonique. Ensuite, il y a la dissociation de l'acide carbonique en ion H+, et HCO3-. Les ions H+, gagnent la lumière via la pompe H+K+ ATPase. Alors, les ions HCO3- gagnent le sang, et donc, ou bien via un échangeur HCO3- Cl-. Ici, le potassium joue un rôle de générateur de la pompe H+K+ ATPase. Alors, vous voyez bien ici le chlore qui est sécrété à l'aide de ce canal à chlore luminal. Alors, les autres, l'eau, le sodium, le potassium, gagnent généralement la lumière à travers quoi? Ou bien passent à travers l'espace paracellulaire, et c'est un passage comment? C'est un passage passif. On passe aux éléments organiques. Donc, il y a le mucus, qui est une glycoprotéine sécrétée par les cellules en mucus. Le rôle de ce mucus, c'est quoi? C'est de retenir les bicarbonates et forme donc, un film continu adhérent à la surface épithéliale. Donc, ce qui favorise quoi? De garder un pH neutre à la surface épithéliale. Donc, c'est un facteur comment? Facteur de protection cellulaire, donc qui permet la protection de la muqueuse gastrique. Donc, ici, il faut noter que les prostaglandines, qui sont des substances pro-inflammatoires, qui ont un rôle, ou bien qui sont libérées dans des états inflammatoires à l'aide des cellules, bien via des cellules inflammatoires, sont des dérivés de l'acide arachidonique. Il y a plusieurs étapes pour arriver aux prostaglandines. Il y a également plusieurs familles. Donc, ces prostaglandines stimulent, libérées par des cellules inflammatoires bien sûr, stimulent la sécrétion bicarbonatée et donc participent à la cytoprotection de la muqueuse gastrique. Donc, les prostaglandines jouent un rôle important dans l'équilibre du pH à la surface épithéliale, donc, permettant la sécrétion des bicarbonates et donc permettant de neutraliser le pH à la surface épithéliale. Donc c'est pour ça la prise des médicaments, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'aspirine par exemple, qui inhibe la synthèse des prostaglandines en inhibant la cyclooxygénation. Donc, cette inhibition est à l'origine de quoi? De l'inhibition également de la sécrétion des bicarbonates, ce qui favorise la lésion ulcéreuse. Donc, bien sûr, chez les personnes prédisposées, qui ont une paroi fragile et qui ont un lien, c'est-à-dire des conditions spéciales qui permettent le développement de la lésion ulcéreuse. Donc, c'est un des facteurs qui favorise la lésion ulcéreuse. Donc, c'est pour ça, chez les personnes qui ont, par exemple, une gastrite chronique, une fragilité de la paroi gastrique, qui ont, par exemple, des antécédents d'ulcères, d'hémorragie gastrique, etc., hémorragie digestive également. Donc, ici, on doit faire attention dans la prescription des médicaments, en particulier en ce qui concerne les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le troisième facteur, ou bien le deuxième facteur organique, c'est le facteur intrinsèque, qui est une glycoprotéine également, sécrétée par les cellules pariétales, comme c'est le cas pour l'HCl. Donc, ce facteur est indispensable à l'absorption des cobalamines par l'ilion terminal.
Alors, les cobalamines sont indispensables également pour l'érythropoïèse et donc la synthèse des globules rouges. Donc, c'est pour ça, l'absence du facteur intrinsèque, par exemple, en cas de quoi? En cas des maladies auto-immunes, de présence des antigènes ou bien des antigènes cellules pariétales, par exemple, des anticorps anticellules pariétales, pardon. Donc, ces maladies auto-immunes, eh bien, cette maladie auto-immune va conduire quoi? À l'absence du facteur intrinsèque et donc par la suite au développement d'une anémie appelée anémie de Biermer. Donc, c'est une anémie comment? Macrocytaire. Qu'est-ce que ça veut dire macrocytaire? Ça veut dire qui présente dans laquelle les globules rouges présentent une taille importante. Ce sont des globules rouges, des globules volumineux. À cause de quoi? À cause de la régénération, de l'absence d'une régénération à temps de l'érythropoïèse, c'est-à-dire de la synthèse des globules rouges, par l'absence de la vitamine B12. Donc la demi-vie est augmentée. La demi-vie des globules rouges est augmentée dans ce cas-là. Il y a également le pepsinogène, sécrété par les cellules principales. Donc c'est un précurseur enzymatique inactif. Donc il est sécrété sous forme inactive. Ce pepsinogène est activé en pepsine active en présence d'HCl. Voilà, donc c'est une endopeptidase qui permet quoi? La dégradation des protéines alimentaires. Également, il y a la lipase gastrique. Donc, c'est une enzyme sécrétée par les cellules principales. Donc, elle est active en milieu acide. Donc, elle permet quoi? Elle permet la dégradation des lipides, en particulier des triglycérides à chaîne moyenne. Et elle est présente, comme on a dit au début, elle est présente même chez le nouveau-né. C'est pour ça qu'on dit que l'hydrolyse des lipides commence dans l'estomac. Voilà. On passe à un titre très important qui est la régulation de la sécrétion. Donc, dans cette partie, on va voir les facteurs de régulation, les facteurs stimulateurs, les facteurs inhibiteurs et le mécanisme de régulation prandial, c'est-à-dire selon le repas, dans la période interdigestive, c'est-à-dire à distance des repas, et dans la période digestive ou bien postprandiale, on va voir les trois phases, la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. Donc on va commencer par les facteurs stimulateurs et les facteurs inhibiteurs. Donc on dit que l'activité sécrétoire est modulée en permanence par trois voies, soit une voie endocrine, une voie paracrine ou bien une voie neurocrine. Les facteurs stimulateurs sont représentés essentiellement par le chef de file qui est la gastrine, mais il y a également l'histamine et l'acétylcholine. Pour les facteurs inhibiteurs, le chef de file c'est la somatostatine, mais il y a également des facteurs duodénaux, en particulier la sécrétine et la cholécystokinine. On va commencer par la gastrine, qui est une hormone libérée par les cellules G, mais elle peut également agir par voie paracrine. Donc voilà la cellule G qui synthétise et libère la gastrine. La gastrine stimule quoi? Soit directement la sécrétion acide en se liant à des récepteurs membranaires CCKB pariétal, soit indirectement la sécrétion acide par l'activation des cellules ECL et donc la libération de l'histamine. Également, la gastrine stimule les cellules D et donc stimule la libération de la somatostatine, mais ici à la fin du repas. Et donc, par exemple, en cas ou bien dans le cas où le pH est vraiment bas, en cas d'acidité très importante, pour permettre à la somatostatine de contrebalancer cette acidité importante. Donc, c'est à la fin du repas.
Alors, les cellules G sont activées par le GRP, le Gastrin Releasing Peptide, libéré par le système nerveux entérique, suite à la distension par exemple, également par l'acétylcholine, par exemple dans la phase céphalique, il y a la stimulation de la libération de la gastrine par le nerf vague via l'acétylcholine. Alors là, la sécrétion de la gastrine est inhibée par la somatostatine, le chef de file inhibiteur, et par quoi? Par des facteurs duodénaux comme la sécrétine et le gastrin inhibitor peptide, GIP. Donc c'est un antirogastrane. Voilà en ce qui concerne la gastrine. Deuxièmement, l'histamine. L'histamine, c'est un facteur comment? Stimulateur qui agit par voie, qui agit par voie paracrine. Donc l'histamine est libérée par les cellules ECL, enterochromaffine-like. Il agit directement sur les cellules pariétales, stimulant donc la sécrétion acide via des récepteurs H2 membranaires. Donc ça, j'insiste sur les récepteurs H2. Alors, la sécrétion de l'histamine est stimulée par la gastrine et l'acétylcholine et elle est inhibée par la somatostatine et par les anti-H2 pharmacologiques comme la cimetidine ou bien la ranitidine. Donc, ce sont des inhibiteurs des récepteurs H2. Voilà en ce qui concerne l'histamine. Pour l'acétylcholine, donc l'acétylcholine, c'est un puissant stimulateur, c'est un neuromédiateur postganglionnaire des fibres parasympathiques. Donc l'acétylcholine stimule soit directement la sécrétion acide pariétale en se liant à des récepteurs M3 membranaires, soit indirectement par stimulation de la libération de la gastrine, de l'histamine et l'inhibition de la libération de la somatostatine. On passe maintenant aux inhibiteurs. Il y a la somatostatine qui est le chef de file. La somatostatine est libérée par les cellules D. Elle inhibe directement via les récepteurs ST2 membranaires la sécrétion pariétale acide, soit indirectement en inhibant la sécrétion de la gastrine et de l'histamine. La somatostatine ou bien la cellule D est activée par des neuromédiateurs comme le CGRP, le calcitonin generalizing peptide, et le VIP, vaso-intestinal peptide, qui sont des neuromédiateurs libérés par le nerf vague dans l'estomac distal. Également, la cellule D est inhibée par la gastrine antrale, au niveau de l'antre. Voilà. Alors, la somatostatine est inhibée par quoi? Par l'acétylcholine. Il y a d'autres inhibiteurs, comme la sécrétine. Donc, c'est une hormone sécrétée par les cellules par les cellules S duodénales, suite à l'arrivée des nutriments dans le duodénum. Donc, le rôle ou bien l'action de la sécrétine, c'est l'inhibition de la sécrétion acide de façon indirecte par l'inhibition de la cellule G. Il y a également le GIP, c'est-à-dire le gastric inhibitor peptide, et la CCK, la cholécystokinine, qui sont sécrétés suite à l'arrivée des nutriments dans le duodénum, bien sûr. Donc, le premier va agir directement. Le premier, c'est-à-dire le GIP, va agir indirectement par l'inhibition de la cellule G. Et le deuxième, c'est-à-dire la cholécystokinine, inhibe directement la sécrétion ou bien inhibe directement la cellule pariétale. On passe au mécanisme de la régulation, c'est-à-dire on va parler de la régulation prandiale, selon le repas, de la sécrétion acide gastrique. Donc on a deux phases. On a la phase
post-absorptif, appelé encore période interdigestive, c'est-à-dire à distance de repas, euh, dans laquelle, le tube digestif il est comment? Il est au repos. Donc, dans cette phase, la sécrétion basale est faible. Donc, il y a toujours une sécrétion acide, dite sécrétion de base. Donc, c'est pour ça, il n'y a jamais quoi de sécrétion nulle ou bien de sécrétion, de sécrétion nulle. Donc, la sécrétion basale est faible. Elle est assurée essentiellement par les cellules en mucus. Donc, cette sécrétion, elle est comment? Elle est maximale le soir et elle est minimale le matin. Alors, la principale stimulation ou bien la sécrétion, le maximum de sécrétion se voit durant le repas et elle est stimulée par la prise alimentaire. Donc, c'est pour ça que la prise alimentaire stimule la sécrétion, ou bien brutalement la sécrétion acide, et donc cette sécrétion se maintient pendant 1 à 2 heures avant de revenir à sa valeur de base. Cette stimulation, c'est-à-dire la stimulation prandiale de la sécrétion acide, s'effectue en 3 phases. Donc, il y a la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. Voilà. On commence par la phase céphalique. Donc, c'est une phase préparatoire de la sécrétion. Cette phase est purement nerveuse. Elle est déclenchée par des stimuli psychosensoriels, comme la vue, l'odeur, le goût, la pensée, l'envie de manger, etc. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une phase préparatoire à l'arrivée des nutriments, à l'arrivée du bol alimentaire. Donc, une fois captée, ou bien une fois cette stimulation est arrivée, donc il y a quoi? Il y a une conduction de cette information au centre d'intégration au niveau du système nerveux central, et il y a donc l'interprétation de l'information et la conduction d'une autre information qui sera véhiculée par le nerf vague, donc qui permet d'augmenter la sécrétion acide. De 2 façons, bien par deux méthodes, donc soit directement, soit indirectement. Donc on va voir ça sur le schéma. Voilà la phase céphalique qui est une phase préparatoire purement nerveuse, c'est-à-dire les stimuli sont psychosensoriels. La stimulation, elle est véhiculée au cerveau pour être interprétée, et donc la réponse sera conduite par le nerf vague, et on va voir une augmentation de la sécrétion acide, soit directement, soit indirectement par la stimulation des cellules G et les cellules à histone. Il faut noter ici que la réponse sécrétoire représente uniquement 10% de la sécrétion maximale et elle dure à peu près 30 minutes. Voilà en ce qui concerne la première phase. Pour la deuxième phase, ou bien la phase gastrique, c'est la phase proprement dite. Donc, elle est commencée par l'arrivée des aliments. Donc, une fois les aliments arrivent, on va voir une distension de la paroi gastrique. Cette distension va stimuler la sécrétion acide par la stimulation des cellules G, c'est-à-dire la libération de la gastine, et par la stimulation du système nerveux parasympathique et la stimulation même des cellules histaminiques. Donc, il y a une stimulation dans les trois situations.
Alors, dans ce cas-là, la sécrétion est maintenue 1 à 2 heures. Alors, à la fin, l'acidité active les cellules D. Donc, l'acidité importante va activer quoi? Les cellules D. Donc, ou bien un des facteurs qui active la libération de la somatostatine, c'est l'acidité, comme on a dit. Alors, la somatostatine, quel est le rôle de la somatostatine à la fin du repas? C'est de freiner, ou bien de commencer les mécanismes inhibiteurs qui vont être poursuivis dans la phase intestinale. On va voir ça sur le schéma. Donc, la phase gastrique, elle est commencée, ou bien elle se voit dès l'arrivée des nutriments, ou bien du bol alimentaire dans l'estomac, c'est-à-dire la distension de la paroi gastrique, en présence d'aliments, des protéines, l'alcalinité en particulier, même le calcium, c'est un facteur qui stimule la sécrétion acide. Donc, la distension va activer la distension va activer le système nerveux entérique qui est modulé, ou bien qui est en modulation permanente avec, ou bien qui est sous un contrôle permanent de l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine va stimuler la libération de la gastrine, et la gastrine, elle-même, va stimuler va stimuler à son tour la libération, bien les cellules pariétales, donc la libération de l'HCl, et les cellules ECL, et donc la libération de l'histamine. Donc, il y a une stimulation par le nerf vague, par l'acétylcholine, qui persiste, qui a commencé déjà dans la phase céphalique, et qui persiste dans la phase gastrique. Il y a la distension, qui, à l'aide des réflexes vago-vagal, permet la stimulation des cellules G, donc la libération de la gastrine, l'histamine et l'HCl. Alors ici, à la fin, l'excès d'HCl stimule la libération de la somatostatine par l'activation des cellules D, ce qui inhibe et ce qui freine les cellules G, et donc qui permet au mécanisme inhibiteur de s'établir, ou bien de se commencer. La dernière phase, c'est la phase intestinale, donc dans laquelle, ou bien c'est une phase inhibitrice. Donc, elle est due à quoi? À l'arrivée dans la partie proximale de l'intestin grêle, ou bien du duodénum, d'enzymes riches en glucose, riches en glucides, riches également en acides aminés, c'est-à-dire excès d'H+, et riches également en acides gras, ce qui aboutit à quoi? Bien, ce qui active la sécrétion de pas mal d'hormones, comme la sécrétine, la cholécystokinine, le gastric inhibitor peptide, le VIP, par les cellules duodénales. Et ce qui va aboutir également à la diminution de la sécrétion acide de façon soit directe, soit indirecte. Alors, il faut noter que la présence de lipides dans le grêle est le plus puissant inhibiteur de la sécrétion acide, probablement via la sécrétine. Sur le schéma, donc la phase intestinale est médiée par des hormones, bien des entérogastrones comme le VIP, le vaso-intestinal peptide, le GIP, le gastric intestinal peptide, le gastric inhibitor peptide, et également il y a des hormones sécrétées par des cellules spécifiques duodénales, la CCK, la cholécystokinine, et la sécrétine. Donc, ces sécrétions sont dues à quoi? Dues à la présence, bien à l'arrivée des nutriments, essentiellement les ions H+, les glucides, des acides, etc., les acides gras. Donc, la présence de ces nutriments, ou bien l'arrivée de ces nutriments dans le duodénum,
dans le duodénum, pardon, stimule la libération de ces facteurs inhibiteurs qui vont agir soit directement sur la cellule pariétale, soit indirectement en inhibant la libération de la gastrie. Et on termine par un schéma qui englobe les trois phases. Donc, il y a la phase céphalique nerveuse préparatoire. Il y a la phase gastrique qui est la principale phase de régulation et qui est due à la présence des nutriments, bien à l'arrivée des nutriments ou bien du bol alimentaire dans l'estomac. Et cette régulation se termine par des mécanismes inhibiteurs dus à l'arrivée des nutriments dans le duodénum ou bien dans l'intestin proximal. Voilà en ce qui concerne la première partie de la phase gastrique. Donc, on se voit dans la deuxième partie qui est la motricité gastrique. Merci de votre attention.